Voici la correction de l'exercice 4 du sujet de bac de Pondichéry d'avril 2017. Donc c'est un exercice sur les fonctions où il y a une première partie qui est uniquement à base de lecture graphique et toute une deuxième partie qui est sur une partie technique avec du calcul. Donc on nous donne ce graphique-ci qui représente une fonction f et la fonction f est définie entre 0 et 7. On nous demande d'encadrer les deux solutions de l'équation f de x égale 10. Donc pour faire ça, on va d'abord tracer l'équation y égale 10 qui va nous permettre de voir l'intersection avec la courbe de la fonction et de savoir où sont les deux solutions. Si l'on regarde à partir de cette droite, maintenant les deux intersections, on en a une qui se situe par ici, donc elle est entre 0 et 1. On ne peut pas donner une valeur précise, c'est pour ça ici dans l'exercice qu'on vous demande juste de l'encadrer par deux nombres entiers consécutifs, donc deux nombres entiers qui se suivent. On a dit que la première valeur, la première solution est entre 0 et 1. La deuxième solution, qui se situe ici, si on descend, on voit qu'elle est entre 2 et 3. Ici, on ne peut pas donner de valeur précise encore une fois. Donc, ensuite, on nous demande de déterminer le maximum de la fonction. Le maximum, c'est l'endroit où la courbe va être le plus haut. Ça veut dire l'endroit où on monte le plus haut au niveau des f de x ici. Donc là, si on regarde, on est à peu près à 14,75 et il est atteint quand x est égal à 1. Donc le maximum est 14,75. Il est atteint pour x égale 1. On cherche ensuite la valeur de l'intégrale de f de x entre 1 et 3. Donc au niveau du graphique, on va symboliser les deux parties qui viennent bloquer avec la droite d'équation x égale 1, la droite d'équation x égale 3, pour nous dire qu'on ne cherche l'intégrale, on ne cherche l'aire que entre 1 et 3. Et donc, ce que l'on cherche, c'est l'aire de cette partie-ci, de tout ce qui est en dessous de la courbe. Et on nous demande un encadrement. Donc si on regarde, pour pouvoir encadrer, en fait, on va compter les carreaux qui sont pleins. Il faut déjà vérifier, avant de compter, combien vaut un carreau en unité d'aire. Ici, en unité, un carreau, ça fait 1. Et ici, ça fait 1 aussi. Donc 1 fois 1. Un carreau, c'est donc une unité d'aire. On va donc maintenant compter les carreaux pleins et compter les carreaux, l'ensemble des carreaux, même avec ceux qui ne contiennent qu'un petit bout. Donc en carreaux pleins, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et maintenant, si on rajoute les carreaux qui ne sont pas pleins, on est donc 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, j'avais oublié celui-là. Donc ça veut dire que notre aire est comprise entre 18, parce qu'on a 18 carreaux pleins plus une autre partie, donc c'est au minimum 18. Et si on compte tous les autres carreaux en les remplissant totalement, on arrive à 26. Ça veut dire que l'aire, elle est donc entre 18 et 26. Donc dans la partie B, on va maintenant s'intéresser à l'étude de la fonction en elle-même, de cette fonction qu'on en a tracée et en fait retrouver les valeurs que l'on a lues graphiquement ici, le retrouver par le calcul. Donc pour l'étude de la fonction, on nous donne la fonction f de x qui est 2x fois exponentielle de moins x plus 3. Cette fonction-là, on nous demande tout d'abord de la dériver. Donc on reconnaît une forme u fois v, on calcule dans un coin de notre feuille le u, le v, on les écrit. On trouve le u', le v', donc la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de exponentielle de moins x plus 3, ça c'est de la forme e de u. Et donc la dérivée c'est u', donc la dérivée de moins x plus 3, moins 1, fois exponentielle de moins x plus 3. On applique notre formule, u'v plus v'u.
Et on pense à la fin à factoriser par exponentielle pour pouvoir nous simplifier l'étude de signes qui est demandée à la question suivante. Très souvent, quand on vous demande de dériver, on va vous demander d'étudier le signe derrière. Donc quand vous avez du exponentiel ou du logarithme, factorisez, vraiment à chaque fois. Donc on va maintenant étudier le signe de cette fonction-là. Donc la fonction est en deux parties. On a la partie moins 2x plus 2 qui est une fonction affine dont on étudiera le signe. On ne le connaît pas comme ça directement. Et la partie de l'exponentielle où lui, on sait déjà d'avance que c'est toujours strictement supérieur à 0. Ça n'est jamais négatif, jamais égal à 0. Donc lui, on sait déjà d'avance que dans notre tableau, il n'y aura que des plus, donc c'est pas l'exponentielle qui va venir faire changer les signes. On va donc maintenant étudier le signe de moins 2x plus 2. Donc pour ça, on résout l'équation moins 2x plus 2 égale à 0. On passe le 2 de l'autre côté, on divise par moins 2 et on obtient x égale 1. Ça veut dire que quand x est égal à 1, cette fonction-là s'annule. C'est une fonction affine. Donc c'est une droite qui va venir couper l'axe des abscisses en 1, c'est ce que l'on vient de trouver. Et comme son coefficient directeur, c'est moins 2, le nombre qui vient multiplier le x, comme c'est moins 2, ça veut dire que la droite est décroissante. Et si elle est décroissante, ça veut dire qu'elle part des positifs, ensuite elle s'annule à 0, et elle descend ensuite dans les négatifs. Donc dans notre tableau de signes, on a donc notre fonction affine qui est positive, nulle, négative, l'exponentielle qui est tout le temps positif, notre dérivée est donc positive, nulle, négative. Donc notre fonction, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. N'oubliez pas de remplir à chaque fois les valeurs aux extrémités de vos flèches. Le maximum, c'est donc 14,68. Puisque la fonction est croissante puis décroissante, on ne va pas monter au-delà de 14,78. Tout à l'heure, en disant 14,75 par lecture graphique, on n'en était pas très très loin. À partir du tableau de valeurs, on va maintenant montrer que l'équation f de x égale 10 admet deux solutions. Elle en a une en fait sur chacune des flèches. Donc ça, à chaque fois qu'on veut montrer qu'une équation a une solution ou plusieurs, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qu'il faut utiliser. Ici, on veut montrer qu'elle a deux solutions, donc on va utiliser deux fois le théorème des valeurs intermédiaires. Une fois pour chaque intervalle, une fois pour chaque flèche. Donc, on obtient les deux théorèmes des valeurs intermédiaires avec des informations qu'il faut absolument faire indiquer. Il faut dire dans quel intervalle vous travaillez. Donc la première fois entre 0 et 1, la deuxième fois entre 1 et 7. Il faut dire que votre fonction est continue. Donc ça c'est le cas puisque c'est la même fonction, c'est le cas sur les deux intervalles. Sur le premier intervalle, la fonction est strictement croissante. Sur le deuxième, elle est strictement décroissante. Ici, ça change. Il faut ensuite montrer que 10 est bien compris entre les deux extrémités des flèches, à chaque fois. Puis dire que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation admet une unique solution. Si on vous donne des lettres, utilisez-les. Et précisez bien sur quel intervalle toujours vous travaillez. C'est toujours la même rédaction. Il n'y a que quelques petits points qui changent, mais c'est vraiment tout le temps les mêmes choses qu'il faut indiquer. Vous pouvez prendre les mots, les recopier tels quels, c'est tout le temps la même chose. Maintenant, à partir de ces deux solutions-là, le alpha, on nous le donne, on nous dit qu'il est égal à 0,36 environ, et on nous demande de trouver le bêta. Donc là, vous utilisez la calculatrice, et pour trouver le bêta, avec à l'aide du tableur, qu'on affine au fur et à mesure, vous faites attention à vos arrondis. Ici, on vous demande 10 moins 2 près, ça veut dire 2 chiffres après la virgule, et on trouve que bêta, c'est 2,16. Maintenant, on nous donne une fonction grand F, donc ici, et on nous dit que cette fonction, ça peut être une primitive, mais il faut le montrer, il faut le justifier. Donc pour le justifier, quand cette primitive, ce grand F, cette primitive potentielle, lorsque l'on vous la donne, en fait, on va la dériver. On va la dériver pour revenir
à la fonction f, parce que par définition, grand F', c'est égal à petit f. Donc si là, en calculant grand F', on tombe sur petit f, c'est bon, c'est que grand F, c'est bien une primitive. Pour dériver cette fonction-ci, on voit qu'elle est en deux parties, qu'elle est en u fois v. Donc comme tout à l'heure, on écrit dans un coin le u, le v, le u', le v'. Donc faites attention, c'est la même fonction v, hein, donc c'est toujours du exponentiel puissance u. Donc on a moins exponentiel de moins x plus 3, c'est toujours du u', e de u. On applique notre formule. Pensez à factoriser. La factorisation va faire en sorte qu'on ne trouve que 2x exponentielle de moins x plus 3 qui correspond bien à notre fonction f que l'on a. À partir de cette primitive-là, maintenant qu'on sait que c'est une primitive, on va pouvoir l'utiliser pour calculer l'air dont on a donné une valeur approchée tout à l'heure. Cette R-ci, pour la calculer, c'est à l'aide de la primitive, on fait grand F de 3 moins grand F de 1. Donc prenez bien la fonction primitive. Hein. Faites attention, là on a trois fonctions différentes, petit f, f' et grand F. Ne vous mélangez pas entre les trois. Donc on fait grand F de 3 moins grand F de 1. On remplace par 3 par 1 et en calculant, on nous demande valeur exacte en gardant les exponentielles, puis une valeur approchée, on trouve 21,6 qui est bien entre 18 et 26 qu'on avait trouvé à la partie A. Ça vous permet en fait par les calculs de vérifier la cohérence d'un côté de ce que vous aviez dit à la partie A et en même temps de vérifier la cohérence de vos calculs. Dans la dernière question, donc dans la question 5, on modélise la situation. Donc maintenant, on va mettre une histoire. Donc on nous dit qu'on est sur la fonction f, elle représente les bénéfices d'une entreprise. Donc repérez bien que ces bénéfices sont exprimés en milliers d'euros. Donc il faudra tout multiplier par 1000 à chaque fois. Que le x représente les objets en centaines. Donc pareil, le x, si on cherche le nombre d'objets, il faudra multiplier par 100. Ici, repérez bien ces deux valeurs-là, enfin les deux correspondances pour f de x et pour x. C'est un risque de faire des erreurs ici. Donc on nous demande la valeur moyenne du bénéfice. Donc là, on utilise la formule pour la valeur moyenne, qui dit que petit m, c'est 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f de x dx. Donc nous, le a, c'est 1, le b, c'est 3, puisqu'on veut calculer la valeur moyenne pour une vente entre 100 et 300 objets. 100, ça veut dire x égale 1, 300, ça veut dire x égale 3. Donc on est bien sur une valeur moyenne pour nous, pour la fonction, entre 1 et 3. On calcule à l'aide de la valeur de l'intégrale qu'on avait trouvée à la question 4. Donc prenez au choix, prenez la valeur exacte. N'allez pas prendre le 21,16 qui est un arrondi. Après, vous allez faire des arrondis d'arrondis. Donc on calcule cette valeur moyenne. On trouve 10,778. Ici, on veut une valeur moyenne du bénéfice à l'euro près. Euro près, ça veut dire que quand on va multiplier par 1000, on doit obtenir ici des euros pile poil. Donc on est obligé d'aller jusqu'au millième pour l'arrondi. Et la toute dernière question, on nous demande quand est-ce que l'entreprise va réaliser un bénéfice supérieur à 10 000 euros. 10 000 euros, ça veut dire f de x supérieur à 10. On sait que notre fonction, elle a deux solutions pour f de x égale 10, qui sont 0,36 et 2,16. Donc si on est entre ces deux valeurs-là, le bénéfice va être supérieur à 10, le f de x va être supérieur à 10, et donc le bénéfice supérieur à 10 000. Ces deux valeurs-là de x, en termes d'objets, ça donne 36 objets et 216 objets.